La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser. Bonjour à tous, chers auditeurs, vous êtes bien dans votre émission Au Petit Bonheur avec Cathy, bénévole pour Radio Laser. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de Radio Laser Élodie Lénard-Vandamme. Élodie a eu la gentillesse de venir nous parler de son histoire, de sa famille et de ce qui fait que l'ordinaire devient parfois extraordinaire. Parce qu'il y a des trajectoires qui ne font pas de bruit, des chemins qui se dessinent dans la discrétion du quotidien. Et pourtant, quand on les écoute, vraiment, ils racontent une force immense, une patience, un amour qui se réinvente. Ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui, c'est un partage, un récit vivant, celui d'une maman qui avance pas à pas, avec un enfant qui ressent autrement, qui agit autrement. C'est l'histoire d'une maman comme les autres. Alors merci à toi, Élodie. Bonjour, merci à vous de m'accueillir chez Radio Laser. Merci de nous ouvrir cette porte, de nous offrir ton expérience, tes doutes, tes questionnements, tes lumières. Parce que dans ton histoire, beaucoup reconnaîtront peut-être une partie de la leur. Et parce qu'au fond, être parent, c'est peut-être ça, faire de l'inattendu un chemin possible. Alors pour commencer, tout doucement, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ta vie, de ta famille, de ce qui fait ton quotidien de maman ? Alors, oui, je peux. Moi, c'est Élodie, je suis maman de 3 enfants, une grande fille de 20 ans bientôt, un moyen de 15 et la petite dernière extraordinaire de bientôt 10 ans. Je suis mariée à une femme depuis 1 an et demi maintenant. Félicitations. Merci. Et je suis dans la vie professionnelle somatopathe. Merci beaucoup. Et dans ton quotidien de maman, c'est quoi ton quotidien de maman de 3 enfants ? C'est intense. C'est intense. C'est avoir la tête partout tout le temps. C'est devoir switcher d'un enfant à un autre, d'un besoin à un autre, d'un profil à un autre, tout en étant pleinement disponible. Ou du mieux qu'on peut, parce qu'il y a des soirs où la disponibilité se fait rare. Et qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, dans ces petits moments du quotidien ? La simplicité, le fait de se retrouver, de ne pas chercher à créer de l'extraordinaire dans chaque journée, mais de vivre chaque petit moment comme étant un de ceux qui marquent les esprits. Et si tu devais décrire ton rôle de maman en quelques mots, sans réfléchir, quel mot viendrait spontanément ? Douceur. Ouais. La douceur, ça c'est sûr et certain. La bienveillance du mieux que je peux. Et la fatigue. D'accord. Oui, je suis une maman fatiguée. Et à quel moment dans votre histoire familiale, tu as senti que quelque chose n'était peut-être pas comme prévu avec ta fille ? Ouh là là, dès la naissance. D'accord. Tu peux nous en parler un petit peu ? Lia, quand elle est née, c'était une petite fille qui pleurait beaucoup. Beaucoup même. Elle souffrait, c'était évident. Je ressentais qu'il y avait de la souffrance, mais il y avait personne qui était d'accord avec moi, par moi. Mais comme je suis un petit peu du genre têtu, et que je suis surtout beaucoup du genre à savoir que notre instinct dit beaucoup plus vrai que les médecins, j'ai insisté, jusqu'à ce qu'on découvre que finalement elle avait une problématique au niveau de la bouche, où il fallait la faire opérer à 2 mois et demi. Elle avait une frénectomie de type 4, donc c'est des frénectomies qui sont quand même pas récurrentes. C'est les profils de frénectomie les plus difficiles à déceler. Ce qui a entraîné quand même beaucoup de suivis médicaux, puisque derrière l'opération, il a fallu qu'elle fasse de la rééducation. Lia n'avait pas du tout de réflexe de succion. On a fait de l'orthophoniste tous les jours pendant 3 mois, je dirais, quand même. Et puis elle a grandi, cette petite fille, et je sentais qu'elle était quand même toujours une enfant différente. Alors, différente, je sais pas. J'aime pas ce terme-là. Moi, je l'ai toujours vue comme Lia. Mais en tout cas, c'était comparativement aux 2 premiers que j'avais eus, il y avait un petit truc en plus. Et c'était des petites choses du quotidien, des comportements, des émotions qui t'ont interpellée ? Oui. On dit pas ouais. On dit comme on veut. Oui, tout à fait, parce que Lia ne voulait
pas du tout de contact, ou très peu, avec très peu de gens. Moi, si, j'étais peut-être bien une des seules qui pouvait l'approcher dans sa vraiment très petite enfance. Même ma mère ne pouvait pas la prendre dans les bras, c'était impossible. C'était Lia, c'était maman. Maman. Son assistante maternelle aussi, elle avait un lien qui était très proche avec Lia, ce qui m'a fait dire dès le début que c'était la bonne, parce que ça se passait très bien. Et une de mes amies qui pouvait porter Lia, mais sinon personne. Il y avait vraiment cette bulle d'individualité autour de Lia où on sentait que dans très peu de situations, elle se sentait en sécurité. Et comment on vit intérieurement ces premiers moments où on se dit, tiens, il y a quelque chose là que je comprends pas encore, il y a quelque chose qui m'interpelle. Comment toi tu l'as vécu ? En fait, pas si mal que ça. Je me souviens de m'être fait la réflexion de toute façon, c'est Lia. Enfin, j'en revenais toujours à ça. Je pense que de par mon parcours personnel et professionnel, j'ai aussi cette conscience que chaque individu est unique et que peu importe finalement qui elle était, l'essentiel c'était de comprendre comment elle fonctionnait pour être avec elle du mieux possible. Et comment ça se passe dans le cœur d'une maman quand on sent qu'il y a un défi mais qu'on veut pas mettre d'étiquette trop vite ? Ah, bonne question. Dans mon cœur... J'étais surtout en colère parce que j'étais la seule à penser comme je pensais et on attendait de Lia qu'elle rentre dans des clous, dans des lignes déjà bien tracées où un écolier doit être comme ça, un enfant parmi un autre groupe d'enfants doit être comme ça, un enfant dans une famille. On attend de lui qu'il soit comme ça. Et moi, j'attendais rien de Lia. Elle était elle. Et ça me mettait en colère que je comprenais pas pourquoi c'était aussi difficile pour tout le monde de comprendre que elle était elle et que alors oui, elle faisait plus de bruit. Oui, on la voyait plus. Oui, elle pleurait plus. Mais finalement, ça dérangeait qui ? Parce que c'est moi. C'était moi qui étais impactée le plus, étant donné que très peu de gens pouvaient s'approcher d'elle. Alors, dans le cadre de l'école, je comprends que ce soit difficile. Mais c'est pas une raison pour mettre de côté un enfant ou pour le pointer du doigt. Enfin, vraiment, j'ai cette vision-là de l'école comme pas très positive, en tout cas dans l'accompagnement de Lia, à l'époque. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a aidé ? Ou au contraire, qu'est-ce qui t'a freiné ? Par exemple, dans l'idée d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un médecin, de consulter, de demander de l'aide. C'est quoi qui t'a aidé ou c'est quoi qui t'a freiné dans cette démarche ? En fait, j'avais pas envie de le faire. Ouais. C'était même pas une question d'être freinée ou pas freinée. C'était, oui, elle était pas comme les autres enfants, mais c'était pas grave. Enfin, j'ai toujours eu cette conscience, peut-être d'amour, je sais pas, de me dire que Lia, elle allait bien réussir à un moment ou un autre à trouver son propre équilibre et qu'à partir du moment où on était dans le je te prends la main, sans chercher à te diriger vers tel ou tel chemin, qu'elle allait réussir à se faire comprendre. Et non. Enfin, vraiment, il y a eu ce heurt-là face essentiellement à l'école. C'est eux qui m'ont un jour alertée en me disant, là, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Votre fille... alors, j'ai entendu des choses. On a commencé par me dire, mais de toute façon, elle a un trouble autistique. Bon... moyen. J'étais pas très convaincue du trouble autistique. Lia, ça restait une petite fille qui n'avait pas peur des gens. Enfin, je la reconnaissais pas dans le spectre autistique. Ça me parlait pas. Par contre, j'ai trouvé ça très violent. Enfin, une équipe pédagogique d'école n'est pas ni neuropsy, ni médecin, qui c'était pour pouvoir poser un diagnostic sur ma fille. Ah non, ça c'est resté, et ça reste encore là. Mais c'est eux qui ont été à l'initiative de justement cette recherche. Je me suis dit, mais moi je vais vous montrer qu'elle est pas ça et que non. Alors, ça m'animait beaucoup, alors sûrement parce que... j'ai pas la réponse, en fait. Pas de réponse. Et il n'y a rien de négatif à subir un trouble autistique quand on est dans cette catégorie d'enfants-là. J'avais pas de problème avec ça, mais j'avais un problème avec le fait que non, Lia n'était pas ça, et j'en étais convaincue. Et justement, comment tu as pu avoir accès au diagnostic qui a suivi ? Qui t'a aiguillé ? Qui t'a accompagné ? La pédiatre de Lia, qui nous suit depuis qu'elle est bébé. En fait, quand l'école m'a alertée, on était en CE1. Enfin, elle était en CE1 parce que moi, j'y étais plus depuis longtemps. On voit bien la bulle qui se dessine.
Et j'ai tout de suite pris rendez-vous chez la pédiatre immédiatement. Je lui ai dit, bon, écoutez, on va parler de quelque chose qu'on sait déjà, mais comme il est l'heure de mettre des mots dessus, faisons-le parce que je sentais que sinon ça allait être problématique pour Lia, et ça, c'était pas possible pour moi. C'était que moi, ça me changeait rien. Mais elle, ça allait lui changer des choses. Du coup, je l'ai fait. La pédiatre me dit, ah bah enfin, je savais qu'un jour on allait avoir cette conversation. Du coup, je dis, bah oui, moi aussi, je m'en doutais bien. Et c'est elle qui m'a aiguillée dans toutes les démarches à suivre, dans ce qu'on devait faire, c'est un peu un tourbillon quand même. Quand ça arrive, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de changements, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de tout ce que je voulais pas faire. Et t'es arrivée un petit peu au pied du mur. Et quand le TDAH est arrivé dans votre vie, comment tu l'as vécu? Quand ce mot-là? Alors, ça m'a rien fait. Toi, tu savais? Alors, le TDAH, non, pas forcément. J'avais pas mis de mots dessus. Je savais qu'il y avait une sensibilité différente. Je savais qu'il y avait une manière de raisonner qui était différente. Je l'observais dans plein de choses de la maison. Mais par contre, le mot en lui-même, moi, il m'a jamais fait peur. Peut-être que c'est des formations professionnelles. J'ai tellement été confrontée à différentes pathologies, troubles, que je sais que c'est pas des enfants qui sont différents. C'est juste des enfants qui fonctionnent autrement. Et est-ce que ça change... Qu'est-ce que ça change ce mot dans la perception que tu as de ton enfant? Est-ce que ça change quelque chose? Et toi, dans ta perception de toi comme maman, est-ce que ça pose un changement? Ça pose un changement pour l'entourage. Ça légitimise. Au lieu de passer de l'enfant pénible, l'enfant capricieuse, l'enfant... non, elle est TDAH. Alors, tout le monde ne comprend pas de tout ce que ça engendre comme changement, comme mise en situation, comme comportement de l'enfant, mais elle est plus capricieuse. Et justement à l'école, comment ça s'est passé une fois que le diagnostic a été posé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Est-ce qu'on comprend mieux finalement? L'école, ça a été une sacrée paire de manches, parce que pour monter un dossier... auprès des neuropsys et compagnie, l'école doit avoir toute une partie de volets à remplir. Et sa maîtresse, à l'époque, ne voulait pas le faire parce qu'elle estimait que c'était pas son rôle. Donc déjà, ça a été compliqué de pouvoir... Et ça m'a mis très, très en colère, parce que je me dis, c'est vous qui m'alertez. C'est vous qui me demandez de coller une étiquette sur le front de ma fille, et c'est vous qui ne voulez pas remplir les papiers qui vont permettre de mettre cette étiquette. Je dis, c'est le monde à l'envers, quand même. Donc, la mise en place a été compliquée, mais maintenant, c'est pareil. Je trouve que... on a pris un pas de recul, en tout cas en primaire. J'attends de voir ce que ça donnera au collège. Mais là, en primaire, c'est tout de suite beaucoup plus facile de se dire « Ah, oui, elle a un trouble. Elle est médicamentée. Elle a un suivi. Elle a quelque chose. Elle n'est pas juste l'enfant fragile. On me l'a pointé du doigt pour tout et n'importe quoi, Lia. C'était parce que le moindre petit bobo, elle crie... elle avait besoin de plus de temps que les autres enfants pour par exemple, les dictées. Il faut que ce soit des dictées à trous et pas des dictées où elle recopie, parce que entre le moment où la maîtresse a dit la phrase et le moment où elle l'écrit, il peut y avoir un papillon, un bouchon ou je ne sais quoi qui passe entre deux et c'est fini, elle a oublié la phrase. Donc il faut l'adapter de manière à ce que ce soit les mots importants qu'elle puisse noter dans des dictées à trous. Et ça, c'est possible uniquement depuis qu'il y a le diagnostic, parce qu'avant, on considère que ton enfant, il est capable de faire exactement les mêmes choses que les autres, et s'il n'est pas capable, c'est juste qu'il est pénible. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque son enfant a un TDAH dans le quotidien, dans l'école et dans le regard des autres? Dans le quotidien, c'est épuisant. Ouais. C'est vraiment... le traitement, c'est pas magique. C'est juste une seconde main. C'est comme ça que je dis. Il y a la main de maman et puis il y a la main du médicament, parce que maman toute seule, des fois, c'est pas facile. Mais ça change... C'est épuisant, vraiment, c'est le terme, j'en ai pas d'autre. Il faut toujours trouver des alternatives, il faut... un truc tout bête que des enfants ordinaires... Alors, j'aime pas dire ça, parce que je considère que Lia, elle est ordinaire, mais je trouve pas comment le dire autrement.
Quand ils ont fini de manger, tu leur dis tu vas te laver les dents, tu te laves le visage, tu fais ton tour dans la salle de bain et puis après tu vas t'habiller. L'IA, faut l'accompagner parce que si tu ne l'accompagnes pas entre le moment où tu lui as dit de mettre son bol dans le lave-vaisselle et le moment où elle arrive dans la salle de bain avec la brosse à dents dans ses mains, mais en l'espace de 3 mètres de couloir, il y a tellement de stimuli qui peuvent passer qu'elle a oublié qu'il fallait qu'elle aille se laver les dents. Donc tu passes ta vie à répéter. Et alors, dans les jours où toi, ça va, tu le fais. Et puis, il y a des jours où t'es KO. Puis, tu t'agaces. Tu te dis, mais Lia, ça fait 50 fois que je te le dis. Et elle dit, oui, je sais. Et puis, après, tu culpabilises parce que tu dis, oui, je sais que tu sais, on se sait, mais on n'y arrive pas. Hein. Et c'est ça. Épuisant, culpabilisant. C'est les 2 mots qui reviennent pour la maison. Pour l'école... J'ai plus trop de soucis aujourd'hui. Le traitement, il fait vraiment... pour le coup, ça a été miraculeux, sa mise en place. D'accord. Et après, dans l'entourage... moi, je suis pas trop du genre à me préoccuper de ce que les autres y pensent. Alors... tu nous aimes, tant mieux. Tu nous aimes pas, tant pis, j'ai envie de te dire. Et justement, qu'est-ce qui est le plus beau et le plus lumineux? Ce qui mérite d'être dit un peu plus fort dans ces cas-là? Lia, elle est hyper créative. Elle est tellement ailleurs qu'elle se crée une bulle à elle, mais une bulle qui est tellement magique. Elle est capable, avec un carton, de te construire une maison et des poupées et un lit et de te faire une cabane pour le chien et ça avec un morceau de carton. Et toi, t'arrives, t'es là, je sais pas quoi faire. Vas-y, on mettait la télé. C'est complètement hallucinant. Tout est beaucoup plus intense pour elle. Tout. Dans la positive comme dans la négative. Mais je pense que c'est une vraie chance de pouvoir vivre des émotions aussi vraies. Il n'y a pas d'autre terme. Quand on voit à quel point la douleur peut devenir détresse et la joie peut devenir porteuse, c'est pas nous avec nos petits cerveaux tout calmes qui vivons ce genre de choses. Hein. Ou alors on te dit que t'es bipolaire, que t'es dérangé, que Je trouve ça magique, moi, d'observer Lia. Et on parle souvent du travail que doit faire l'enfant, que ce soit à l'école ou à la maison, pour justement s'adapter aux règles. Mais toi, quel travail intérieur tu as dû faire? La patience. Vraiment, encore aujourd'hui, Lia va avoir 10 ans et c'est encore pas facile. Je pense que ça le sera jamais. Je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Un médicament, c'est pas magique. C'est une épaule. Mais le médicament, déjà, il a un moment où il s'arrête. Donc, tu retrouves l'enfant dans tous les spectres de ce qu'est l'enfant. Et on y voit le côté positif, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. Les enfants TDAH ont beaucoup de problèmes de confiance en soi, l'estime de soi. Toi, Lia, là, elle rentre dans une période où elle te dit « je suis méchante comme petite fille, je suis nulle comme petite fille ». Tu fais quoi quand tu te retrouves confrontée à ça? Et justement, comment tu l'accompagnes, ça? Tu pleures. Tu pleures avec elle, tu te dis « mais pourquoi tu dis ça ?» moi, en tout cas, là, je le vis. C'est difficile de le vivre parce que j'aurais tellement voulu qu'elle connaisse pas ça. Et pourtant, on le sait. La dépression fait partie d'un des symptômes du TDAH. C'est des enfants qui sont plus à risque. Donc, il faut être hyper vigilant sur revaloriser l'enfant en tant qu'individu. Mais malheureusement, on n'est pas seul dans une équation. C'est-à-dire que c'est bien beau. Moi, je lui dis, mais tu peux pas du tout dire ça, Lia. T'es pas du tout méchante comme petite. Souvent, je lui demande pourquoi tu penses que t'es méchante. Parce que je t'écoute pas, parce que machin. Je lui dis, mais est-ce que moi, je t'ai déjà dit que t'étais méchante? Non. Alors pourquoi toi, tu le dis? Je sais pas. Tu vois, il y a tout ce côté d'incompréhension, mais même d'un point de vue de l'enfant. Je pense que plus il grandit, plus il comprend, plus c'est difficile. Elle avait pas du tout ce genre de pensée-là il y a encore 6 mois en arrière. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un moment où tu t'es dit « Ok, là on avance, on va y arriver ». Dans quelle sphère? Parce que il y en a plein. Dans ce qui te semble, toi, le plus porteur d'espoir. La musique, vraiment, la musique. Lia, depuis bébé, vraiment bébé, moi, à la maison, je ne vis que dans la musique. Ça, c'est... Je pense que même intra-utérin, Bichette, elle n'a vécu que là-dedans. Et dès toute petite, elle a fait l'éveil bébé, l'éveil musical. Après, elle a fait la découverte musicale.
etc., etc., etc. Aujourd'hui, elle est dans un parcours professionnalisant en piano. Et j'adore récupérer Lia au piano et j'adore les rendez-vous avec ses profs parce que le TDAH ne ressort pas, jamais. C'est-à-dire que ce qu'on sait aussi des enfants atteints de troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité, c'est qu'il y a des intérêts spécifiques. Et Lia, la musique est un intérêt spécifique. Et quand je l'emmène à l'école de musique, elle est juste une petite fille parmi d'autres enfants. Il n'y a jamais eu une seule réflexion sur elle est trop ci, elle n'est pas assez cela. Toi, l'année dernière, elle était en première année de parcours professionnalisant justement en piano. Elle a eu A+, autant en chorale qu'en piano. Et tu te dis, mais ouais. En fait, il suffit de trouver ton petit truc à toi. T'as un petit truc en plus, trouve dans quoi tu peux le mettre. Et sois toi. Et ça, je suis convaincue que si elle continue la musique, elle aura au moins un socle sur lequel avoir confiance en elle. Est-ce que ça la canalise aussi, la musique ? Est-ce que ça met un focus sur son attention ? De toute façon, Lia, pardon, elle vit en musique aussi. Tu vois, ça fait 3 ans qu'elle a une Alexa dans sa chambre. Et du matin au soir, elle est en musique. Elle nous connaît... elle connaît les albums d'Oshi par cœur, elle connaît les albums de Laurie par cœur, elle connaît les albums de Pomme par cœur, et toutes les chanteuses à texte. Lia vit musique, ça c'est sûr. Hein. Et du haut de ses petits 10 ans, elle a déjà fait tellement de concerts, Bichette. Mais parce que tu sens que ça l'anime vraiment. Et comme ça m'anime, moi aussi... j'ai passé toute son enfance à chanter. Elle et les autres, ils m'ont tous connue en chantant. Je pense vraiment que c'est un domaine dans lequel on se retrouve et pour lequel il n'y a pas de TDAH entre nous. Il y a juste la passion d'un loisir commun. C'est ce qui vous relie ? Je pense. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi ? Est-ce que tu continues à apprendre chaque jour ? Ah oui, et je pense que c'est loin d'être fini. Hein. Tu vois, la fait de voir apparaître là la baisse d'estime d'elle, ça te renvoie forcément à réfléchir sur « Attends, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas nourrir cette pensée-là » En même temps, oui, ça m'arrive des fois de lui dire « Mais là, tu me fatigues, Lia, j'en ai marre. » Et à ce moment-là, t'es tiraillée entre la réalité de la vie, la culpabilité, ce qu'on attend de toi, parce que tout le monde attend plein de choses de toi. et ça, c'est compliqué. Vraiment, de trouver son bon positionnement et de te dire on va y arriver ensemble. C'est pas toujours gagné. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon d'être une famille ? Ah oui. Oui, c'est compliqué. Hein. Laura, avec sa grande sœur, les relations sont très compliquées. Laura est c'est ma grande Laura. Oui. Elle est très protectrice vis-à-vis de Lia. Je pense que demain, Lia va la voir en lui disant un tel m'a embêtée, elle réagirait au quart de tour. Par contre, dans le cadre de la maison, elles ont très peu de liens. Très peu. Je pense que Laura n'a pas la capacité de comprendre. Elle est dans un âge où, en plus, on le sait, hein, elle est dans l'adolescence encore, 19 ans, c'est encore jeune. Hein. Elle n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. Donc, elle est plus à distance. Lénie, Lénie, il est très fusionnel avec sa sœur. Donc, c'est plutôt l'inverse. Il est très, très proche. En fait, le monde tourne autour de Lia très souvent. Tout le monde doit s'adapter à comment fonctionne Lia et c'est pas juste. Des fois, on essaye d'expliquer à Lia que oui, elle a des choses sur lesquelles il faut qu'on s'adapte à elle, mais que de toute façon, dans le monde, il va falloir qu'elle s'adapte et qu'on ne peut pas que faire pour Lia, en fonction de Lia. Malheureusement, c'est quand même un peu souvent ce qui se passe au détriment, parfois, je pense, des autres. Après, ma compagne, ma femme, parce que c'est pas ma compagne, c'est ma femme. Elle, pour le coup, je pense qu'on frôle les troubles autistiques. Hein. En tout cas, l'ergothérapeute nous l'avait confirmé quand on avait fait les suivis de l'IA. Et là, c'est super intéressant d'observer leur fonctionnement à elles deux, de comment elles sont l'une avec l'autre. Et finalement, ce qui les rejoint toutes les deux, c'est que dans le spectre du trouble autistique, une des caractéristiques, c'est le besoin que les choses elles soient en ordre. Et l'IA, dans sa tête, tout est en désordre, tout le temps. Et du coup, je pense que Mel est hyper sécurisante pour l'IA,
beaucoup plus que moi, qui suis un peu... moi, je suis très papillon. Rien n'est très important, en fait. Pour moi, la vie, elle est tellement courte et on ne sait même pas ce qui peut devenir de demain que... Moi, advienne que pourra. On se couche une demi-heure plus tard, c'est pas grave. Tu manges un bonbon alors qu'il est 18h, c'est pas grave. La télé, c'est grave. Je suis pas très télé. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pas très graves pour moi, qui le sont beaucoup pour ma compagne. Et je pense que l'IA est plus sécurisée dans l'espace que peut proposer Mel que dans le mien. Et elle le sait. C'est-à-dire que quand elle a besoin de cadre, quand elle a besoin... Tu vois, là, je pars en formation depuis le mois de septembre sur Paris pendant 2-3 jours. Mel était effrayée à l'idée d'être seule avec l'IA. Elle a dit « Oh là là, ça va être une catastrophe !» Et en fait, ça s'est jamais aussi bien passé. Parce que l'IA connaît par cœur le fonctionnement de Mel. Et Mel, il n'y a pas de « peut-être, on ne sait pas, c'est comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça ». Et l'IA, là-dedans, elle a un truc qu'elle m'a jamais fait. Elle s'est préparée toute seule un matin, manger, brosser les dents, s'habiller, se coiffer en 40 minutes pendant que Mel, elle promenait le chien. Moi, elle me fait jamais ça. Moi, je suis obligée d'être collée à elle. Et donc, je pense vraiment qu'on apprend au quotidien, tous les jours, comment vivre les uns avec les autres. Et chaque membre de cette famille, elle est importante pour pouvoir créer un équilibre parce que je serai jamais dans les règles, je serai jamais dans les clous, je ne sais pas faire. Je n'aime pas ça. J'ai besoin, moi, de liberté, je suis Gémeaux. J'ai besoin de voir plein de trucs partout. Et l'IA, je pense qu'elle a besoin de pouvoir se repérer vraiment dans un espace-temps et dans un espace-lieu sécurisé. Et ça, c'est Mel qui lui apporte, donc c'est très bien. Donc Chacun trouve un parfait équilibre finalement. Est-ce que le diagnostic il a modifié la façon de voir votre propre famille, vos projets à plus long terme ? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Nous, on fonctionne beaucoup sous plusieurs entités à la maison. On est plusieurs identités. On est un, on est deux, on est maman, on est amoureuse, on est soi. Et tous les projets des uns et des autres, on est dans le respect, en fait. Je pense que c'est ce qui résume le mieux. On est dans le respect de l'individu et c'est ce qu'on leur apprend aussi, ce qui fait que ouais, tu vois, le mois de décembre, on va partir un week-end et c'est OK. On part à deux, moi et ma compagne, et c'est des moments qui sont indispensables pour le maintien de l'équilibre du foyer et qu'ils le comprennent ou pas d'ailleurs. Ils le comprendront plus tard un jour. Hein. Ils seront comme tout le monde, ils auront des trucs à me reprocher, mais comme je suis tellement au clair là-dessus que j'ai pas du tout de difficulté à projeter des choses. Si je dois partir 15 jours en Thaïlande l'année prochaine, je le fais. Et s'il n'y a pas d'enfant, c'est pas grave. Et si on a besoin de faire un stage pour l'IA, pour la musique, et que je dois partir avec, je le ferai. C'est un jour après l'autre. Si tu pouvais dire quelque chose à la maman que tu étais il y a quelques années, ce serait quoi en une petite phrase ? Ça dépend, j'ai eu tellement de mamans dans ma vie. Quelques années, combien ? Je ne sais pas, quand c'est apparu, quand tu te luttais un petit peu avec l'apparition du TDAH, tu savais peut-être pas forcément où t'en étais, et puis tu étais peut-être un peu épuisée, un peu débordée. Tu avais des questionnements. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là ? Que ça va aller, que c'est pas facile, que t'es forcément beaucoup seule. Je suis désolée pour le coup c'est pas très rassurant, mais c'est une réalité. On est seul, hein. On est seul dans un bateau où il faut naviguer. Parce que si toi tu navigues pas, il y a personne qui va le faire à ta place. Mais ça finit par aller. Et tout dépend comment tu vois la vie. Moi, je la voyais et je la vois toujours comme des victoires successives les unes après les autres. Je suis quelqu'un de très positive. Alors oui, il y a plein de choses qui sont hyper pénibles et il y en aura toujours. C'est sûr et certain. Mais par contre, chaque nouvelle porte ouverte, chaque nouvelle fibre de lumière qui s'incruste, c'était une victoire. Et au début, parce que le TDAH, moi vraiment, je le redis, il m'a rien changé à ma vie. Par contre, l'IA bébé, j'en pouvais plus. À se dire, mais pourquoi j'ai fait un troisième enfant ? C'était très, très difficile. Et si je pouvais, je retournerais voir Hello à ce moment-là, je la prendrais dans les bras et je lui dirais, t'inquiète, un jour c'est fini. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à une maman qui se sentirait perdue, qui sent qu'il y a quelque chose chez son enfant, mais n'ose pas encore demander de l'aide ? D'oser. Faut oser. Tout le monde, tu vas te prendre des portes. Ça, c'est sûr, tu vas t'en prendre plein des portes fermées. Tu vas même en prendre plus que des ouvertes. Mais il suffit d'une fois, une personne
pour que la lumière elle commence à s'allumer. Et ça, j'en démordrai jamais. Toi, pour le coup, je fais le parallèle avec le boulot. Quand je reçois certains profils d'enfants, mon cerveau de maman TDAH, il dit ouh. Alors, je ne me permettrai jamais de poser un diagnostic. Déjà, j'ai pas le droit de le faire. Mais je suis amenée quand même à questionner les parents sur est-ce que votre enfant il fait ci, est-ce que votre enfant fait ça, depuis quand, comment vous vous sentez. Et tu sens que des connexions elles se créent et que tu vois dans le visage de l'autre qu'enfin quelqu'un... Et d'ailleurs, une maman, une fois, elle me l'a dit. Elle me dit, mais j'ai l'impression que vous connaissez ma vie. Ouais, un peu, du coup, je pense. Et quel message tu voudrais laisser à tous les parents qui nous écoutent, ceux qui se battent en silence et ceux qui avancent à petits pas? De jamais baisser les bras. De jamais baisser les bras et de jamais s'isoler. Parce que l'isolement, c'est ce qui abîme le cœur. Ça, c'est une certitude. C'est qu'on se sent déjà tellement seul face à l'immensité de tous les professionnels qui t'entourent. Et continue d'y croire parce que la plus belle victoire, c'est celle de l'épanouissement de ton enfant. Et pour finir, Élodie, c'est quoi être une maman comme les autres? Ça n'existe pas. C'est être soi. Être une maman comme les autres, c'est juste être soi. Merci Élodie pour ce que tu as partagé avec nous. Tu nous as rappelé, tout en douceur, que les vies se tissent dans des instants minuscules. Un regard échangé, un silence, un souffle apaisé au bon moment, une main posée sur une épaule agitée. Et que dans ces moments-là, quand tout semble banal, quelque chose de plus grand se joue parfois. Ton histoire nous montre surtout que derrière chaque quotidien, il y a une force qui ne dit pas son nom. Une façon de tenir, d'aimer, de chercher, de recommencer. Ça va, Élodie? Ah ouais, je me suis étouffée, pardon. Une façon de tenir, d'aimer, de chercher, de recommencer, pas pour être héroïque, mais simplement pour avancer avec son enfant. Ces petits bouts de jour que tout le monde traverse prennent alors une couleur particulière. Ils deviennent des moments où l'ordinaire se débrouille pour faire de l'extraordinaire. Et ce sont souvent des femmes, des hommes, des mamans, des papas, qui rendent tout cela possible, sans bruit, sans geste grandiose, juste avec la présence et la patience d'aimer. Merci d'avoir accepté de nous ouvrir cette part-là de ta vie. Elle touche parce qu'elle ressemble à la vie de beaucoup et qu'elle rappelle qu'il n'y a pas de petite victoire quand on accompagne un enfant à sa façon. Un grand merci. Merci à vous aussi. Et une belle journée à tous les auditeurs de Radio Laser.